Nekati Arabas, le parrain de Cologne, aurait dû disparaître après que l'Allemagne l'ait expulsé en 2007. Au lieu de cela, il a gravi les échelons au sein des Hells Angels et est devenu l'un des hommes les plus difficiles à attraper d'Europe. Il a été condamné, expulsé du pays et interdit à vie. Pourtant, près de 2 décennies plus tard, il vit à Monaco, publie en ligne et se promène librement après presque toutes ses arrestations. La promesse du système judiciaire est simple. Lorsque l'empire criminel s'effondre, l'homme derrière disparaît. Mais le problème est que celui-ci ne l'a pas fait. L'empire a continué de croître. Les mandats ont continué d'arriver. Et d'une manière ou d'une autre, l'homme au centre est devenu encore plus difficile à attraper. Alors voici le mystère. Comment quelqu'un recherché dans 3 pays peut-il vivre comme une célébrité? Et qu'a-t-il construit qu'aucune force de police n'a été capable de briser? Pour comprendre comment il est devenu intouchable, nous devons revenir à ses débuts. Origine 14 février 1972. Cologne, Allemagne. Koşkun. Nekati Arabasi est né de parents turcs originaires de la province de Konya. Pendant les 2 premières décennies de sa vie, rien n'indique le rôle qu'il jouera finalement dans le monde souterrain européen. Pour comprendre comment il a ensuite construit un réseau que plusieurs pays tentent encore de démanteler, il faut comprendre la structure de Cologne dans les années 1990. La ville fonctionnait sur 2 économies parallèles. L'une était visible, affaires, tourisme et commerce quotidien. L'autre fonctionnait après la tombée de la nuit. Lorsque la nuit tombait, les Kölner Ring se transformaient en une zone concentrée de vie nocturne, clubs, bars et secteurs du sexe. Derrière l'activité visible se trouvait une économie basée sur l'argent liquide, avec une surveillance minimale. Dans la vingtaine, Arabasi tenait un stand de fruits et légumes, une petite entreprise légitime. Mais au début des années 1990, des témoins ont commencé à le voir régulièrement dans les boîtes de nuit de la ville. Pas comme client, plutôt comme quelqu'un de familier pour le personnel, en particulier les videurs. Son implication s'est rapidement approfondie. Dans l'économie nocturne de Cologne, le point de levier clé n'était pas la possession de clubs, c'était la sécurité. Les videurs contrôlèrent l'entrée, réglaient les conflits, surveillaient les déplacements du personnel à l'étage et géraient les flux de trésorerie non enregistrés. Celui qui dirigeait les videurs avait une influence opérationnelle sur l'ensemble du lieu. Arabasi a compris ce système tôt. Il s'est positionné autour du personnel de sécurité et des décisions concernant les opérations à la porte. Avec le temps, il est devenu partie intégrante de la structure interne qui supervisait divers aspects de la gestion de la vie nocturne. Pas officiellement, mais par sa présence, ses relations et sa coordination. À cette époque, le club américain hors la loi Hells Angels était déjà implanté en Allemagne. Leur présence ne se limitait pas aux motos. Il s'agissait du contrôle du territoire et des entreprises qui y étaient liées. Malgré cela, l'espace n'était pas complètement fermé aux nouveaux venus. Vers les années 1990, Nekati a croisé l'influence existante des Hells Angels. Leur contrôle sur la vie nocturne et les activités du quartier rouge de Cologne signifiait que quiconque opérait dans ces espaces était soit aligné avec eux, soit sous leur observation. Ce tournant a marqué la transition d'un propriétaire de petite entreprise, avec un accès périphérique aux opérations nocturnes, vers quelqu'un entrant dans un environnement criminel structuré. Et une fois qu'il est devenu partie de cette structure, la trajectoire de sa vie a complètement changé. Ascension au pouvoir. Au milieu des années 1990, Nekati Arabasi est officiellement entré au Hells Angels Motorcycle Club. En Allemagne à cette époque, l'organisation fonctionnait à la fois comme une structure sociale et comme un mécanisme d'application au sein de l'économie nocturne et du quartier rouge. Arabasi a rapidement progressé dans la hiérarchie interne du club. L'adhésion lui a également apporté une crédibilité auprès de ceux qui contrôlaient ou influençaient les opérations des boîtes de nuit à travers Cologne. Pendant cette période, Arabasi a commencé à constituer son propre groupe d'associés. Ce groupe, appelé le clan Arabasi,
était principalement composé de videurs, portiers et hommes de main liés aux boîtes de nuit du Kölner Ring. Leur rôle dépassait la simple sécurité. Ils surveillaient l'activité à l'intérieur des clubs, établissaient des relations avec de potentiels recrues et facilitaient les mouvements au sein du système du quartier rouge. Le placement d'associés aux principales entrées des clubs donnait à Arabassi une influence significative. À la fin des années 1990, les autorités ont commencé à remarquer des schémas reliant plusieurs bordels et boîtes de nuit en Rhénanie du Nord-Westphalie. Des lieux tels que Babylone à Elsdorf, Viago à Leverkusen, et plus tard des établissements à Majorque, dans la région Rhin-Ruhr, à Francfort et à Augsbourg, semblaient fonctionner avec des structures de personnel, des arrangements financiers et des méthodes de recrutement similaires. Parallèlement aux activités liées à la prostitution, les enquêteurs soupçonnaient une implication dans le trafic de stupéfiants, notamment la distribution d'héroïne acheminée vers l'Europe. Bien que les preuves directes soient limitées, des écarts financiers et des témoignages suggéraient que les revenus de la drogue dépassaient largement ceux de la prostitution. Maintenir le contrôle nécessitait des mesures coercitives. En 2001, plusieurs agences, y compris la police de Cologne, les enquêteurs d'État et les autorités fédérales, surveillaient le réseau. Ils ont observé la concentration du pouvoir au sein du chapitre de Cologne des Hells Angels et l'expansion rapide des entreprises liées aux associés d'Arabassi. Les enquêteurs ont noté des schémas de disparition, des flux d'argent inexpliqués et des violences systématiques autour de ces établissements. Cependant, malgré une surveillance étendue, il manquait de preuves identifiant clairement l'individu dirigeant le réseau. Cela a changé en 2002, lorsqu'une erreur opérationnelle interne commise par l'un des associés d'Arabassi a fourni aux enquêteurs un point d'entrée critique. L'opération qui en a résulté a conduit à l'arrestation de Nekati Arabassi et d'un nombre significatif d'individus liés à lui. Les autorités visaient non seulement à le détenir, mais aussi à démanteler la structure organisationnelle construite au cours de la décennie précédente. L'arrestation, cependant, n'a pas mis fin à son influence. Ce qui a suivi dans les années après son incarcération démontrerait comment son réseau a continué à fonctionner, même lorsqu'il était derrière les barreaux. Arrestation et condamnation. Au début des années 2000, les autorités allemandes menaient une enquête de longue durée sur les activités criminelles entourant la vie nocturne et l'infrastructure du quartier rouge de Cologne. Un tournant est survenu lorsqu'un individu au sein du réseau a commis une erreur qui a permis à la police d'établir des liens directs entre Arabassi et plusieurs opérations criminelles. Avec ces nouvelles informations, les autorités ont lancé une série coordonnée de raids. Ces opérations ont ciblé des lieux à Cologne, Francfort et dans la région de la Ruhr, impliquant des bordels, des entreprises, des planques et des bureaux administratifs. Les raids ont révélé des preuves cohérentes avec le trafic organisé et la prostitution. Registres d'entreprises, itinéraires de transport, affectation du personnel et documents financiers ne correspondant à aucune structure de revenus légitime. Dans l'ensemble, ces éléments plaçaient Nekati Arabassi au centre du réseau sous enquête. Après les raids, les autorités ont arrêté Arabassi et l'ont accusé de diriger une organisation criminelle, alléguant qu'il supervisait la coordination et la gestion financière de plusieurs opérations interconnectées. Il a également été accusé de trafic d'êtres humains et de prostitution forcée, sur la base de preuves indiquant que des individus étaient recrutés, transportés et contrôlés au sein d'un réseau de bordels dans plusieurs régions. D'autres accusations comprenaient l'extorsion et les agressions, liées à des rapports et témoignages indiquant que la violence et l'intimidation étaient utilisées pour maintenir le contrôle sur le personnel et les établissements concurrents. Des infractions liées aux armes ont également été retenues après que les officiers ont récupéré des armes à feu et d'autres objets interdits liés à ses associés et aux propriétés connectées à l'organisation. Enfin, les enquêteurs ont ajouté des accusations financières et liées aux rackets, citant des sociétés écrans, des flux d'argent inexpliqués et des écarts comptables indiquant un blanchiment systématique des revenus générés par le réseau. Il a été poursuivi en 2004 et au cours de la procédure, Arabassi a fait une confession complète.
Cela a permis au tribunal de passer outre un long procès, de limiter la portée des témoignages et de protéger efficacement les associés non nommés d'un examen ultérieur. Il a reçu une peine de 9 ans et a été transféré à la prison de Bochum. Pendant son incarcération, les enquêteurs ont remarqué des indications que certaines parties de son réseau continuaient de fonctionner. L'exemple le plus visible était le bordel Colosseum à Augsbourg, qui est resté actif malgré l'arrestation de l'individu considéré comme son organisateur. Cela suggérait que l'influence d'Arabassi s'étendait au-delà des murs de la prison. En 2005, la situation s'est intensifiée. Les forces de l'ordre ont reçu des informations selon lesquelles le procureur Jürgen Botzem, qui supervisait l'affaire, était la cible d'une menace potentielle. En raison de la gravité des informations, les enquêteurs ont installé du matériel d'enregistrement dans la zone de visite de la prison. L'audio enregistré semblait faire référence à un projet d'assassinat commandité, impliquant prétendument un contact de Duisburg avec des affiliations albanaises. À la suite de ces informations enregistrées, le procureur Jürgen Botzem a été placé sous protection policière. Et Arabassi a fait face à un nouvel ensemble d'accusations, cette fois en vertu de dispositions pouvant conduire à la Sicherungsverwahrung, une forme de détention indéfinie, utilisée pour les délinquants jugés dangereux de manière permanente. Au procès, l'affaire a rencontré un problème procédural important. Les principales preuves consistaient en des transcriptions traduites du turc vers l'allemand. Les avocats de la défense ont identifié plusieurs erreurs de traduction affectant le sens des conversations. Étant donné l'exactitude des transcriptions, le tribunal a jugé les enregistrements inadmissibles comme preuve fiable. Arabassi a été acquitté du complot présumé d'assassinat commandité. L'acquittement n'a pas levé les préoccupations de sécurité entourant Botzem. En 2007, après avoir purgé environ un tiers de sa peine, les autorités allemandes ont libéré Arabassi et l'ont expulsé vers la Turquie, lui imposant une interdiction d'entrée à vie. Sur le plan juridique, l'Allemagne considérait l'affaire comme réglée, opérant sous l'hypothèse que son départ de la juridiction empêcherait toute influence future sur l'environnement criminel de Cologne. Les années suivantes ont montré le contraire. L'expulsion n'a pas diminué la portée d'Arabassi. Au contraire, elle a initié une nouvelle phase dans laquelle ses activités se sont étendues au-delà de son réseau original à Cologne. Expansion en Turquie. Après sa libération anticipée, Arabassi a été expulsé vers la Turquie avec une interdiction à vie de revenir en Allemagne. Les autorités allemandes s'attendaient à ce que son réseau s'effondre en son absence. Cependant, en 2008, de nouvelles informations ont indiqué que la structure qu'il avait construite à Cologne ne s'était pas dissoute. Les bordels auparavant liés à ces opérations restaient actifs. Les schémas financiers dans le secteur du quartier rouge ressemblaient à ceux documentés avant son arrestation de 2002. Des individus associés au soi-disant clan Arabassi ont été identifiés non seulement à Cologne, mais aussi à Berlin, suggérant une expansion dans d'autres juridictions. Pour les enquêteurs allemands, le principal obstacle était la juridiction. Arabassi était désormais citoyen turc résidant en Turquie, et la Turquie n'extrade pas ses propres ressortissants. Même si les autorités allemandes pensaient qu'il coordonnait des activités depuis l'étranger, elles n'avaient aucun moyen légal pratique de le contraindre à revenir ou de le placer sous juridiction pénale allemande. Entre-temps, en Turquie, Arabassi a commencé à établir une nouvelle base d'opération. En 2008, il avait ouvert plusieurs entreprises légitimes à Çeşme, Bodrum et Kuşadası, des régions connues pour leur fort tourisme et un flux de trésorerie saisonnier important. Ces entreprises créaient une empreinte économique formelle, pouvant servir à la fois de revenu légitime et de support logistique pour d'autres activités. Malgré son déménagement, le nom d'Arabassi a continué à apparaître dans les enquêtes allemandes entre 2008 et 2010. Les schémas financiers, les mouvements de personnel et le comportement opérationnel suggéraient que le réseau qu'il avait construit avant 2002 ne s'était pas dissous. Au contraire, il s'était adapté pour fonctionner sans sa présence physique en Allemagne. Un développement clé a eu lieu en 2010, lorsque les hauts dirigeants des Hells Angels ont tenu une réunion internationale à Izmir.
Arabassi a joué un rôle notable lors de cette rencontre et est rapidement devenu président du chapitre Nomads Turkey des Hells Angels, une unité nouvellement créée avec des liens directs avec les chapitres à travers l'Europe. Cette position offrait deux avantages distincts. Elle lui conférait une légitimité légale en Turquie, où le chapitre fonctionnait comme une entité enregistrée, et elle permettait à Arabassi de rester impliqué dans la coordination et la prise de décision des Hells Angels à travers l'Europe, tout en restant hors de portée de la juridiction allemande. Peu après, des médias allemands tels que Focus et Der Spiegel ont rapporté une déclaration attribuée à Arabassi, Ich will die Macht am Rhein zurück, ce qui se traduit par « Je veux récupérer le pouvoir sur le Rhin ». La citation suggérait l'intention de réaffirmer son influence dans la région malgré son absence. Mais quelque chose s'est produit en 2013 qui a ouvert la voie à Arabassi. La structure européenne des Hells Angels a connu une perturbation. Frank Hanbuth, considéré comme l'un des dirigeants les plus influents du groupe en Europe, a été arrêté en Espagne lors d'une opération à grande échelle. Sa détention a créé une incertitude concernant les rôles de leadership au sein de l'organisation. Arabassi a été identifié comme un successeur potentiel en raison de son influence de longue date, de ses connexions transfrontalières et de l'activité continue des réseaux auparavant liés à lui. À peu près à la même période, les autorités ont effectué un raid sur une entreprise liée aux Hells Angels à Krefeld. Des rapports ont suggéré qu'Arabassi, malgré sa résidence en Turquie, avait joué un rôle dans la décision de l'action. Les analystes ont considéré cela comme une démonstration de son influence continue au sein de l'organisation, à une époque où les structures de direction en Europe étaient en mutation. Les renseignements de l'époque faisaient également référence à son contact avec les United Tribune, un groupe aux associations criminelles connues à travers l'Europe. Bien que les détails de ces communications n'aient jamais été divulgués publiquement, les enquêteurs pensaient qu'ils concernaient des efforts de coordination ou des accords visant à éviter les interférences entre les organisations. En 2013, plusieurs organismes d'enquête à travers l'Europe estimaient qu'Arabassi restait impliqué dans un large éventail d'activités. Celles-ci incluaient l'exploitation de bordels dans plusieurs pays européens, la participation à des routes de trafic de stupéfiants et le déplacement de fonds illicites par de vastes canaux de blanchiment d'argent. Il était également considéré comme jouant un rôle dans la coordination interorganisationnelle au sein des Hells Angels, reliant différents chapitres et groupes affiliés à travers les frontières. Pendant cette période, Arabassi est resté en Turquie, qui a constamment rejeté toutes les demandes d'extradition formulées par des autorités étrangères. Sa position, cependant, n'était pas sans pression externe. En 2015, les autorités espagnols ont émis un mandat d'arrêt international l'accusant de trafic d'êtres humains et de prostitution organisée. Le mandat n'a pas eu d'effet en Turquie, mais il a considérablement limité sa capacité à voyager. Toute détention en dehors de la juridiction turque aurait pu entraîner son extradition vers l'Espagne. Après l'émission du mandat, Arabassi a réduit sa visibilité publique. Les évaluations du renseignement, bien que limitées, suggéraient qu'il maintenait une influence sur des éléments de son réseau malgré l'évitement de l'attention publique. Dans les années suivantes, des signalements l'ont placé à Monaco, où il semblait vivre ouvertement tout en voyageant entre la Turquie, la Serbie et la Slovaquie, alors même que le mandat espagnol et d'autres alertes internationales restaient actifs. Le réseau fantôme. Après 2010, les enquêteurs en Allemagne, en Espagne et en Turquie ont commencé à remarquer quelque chose d'inhabituel. Arabassi avait disparu de Cologne, disparu d'Europe, expulsé, supposément terminé. Mais le réseau qu'il avait construit ne s'était pas effondré, il ne s'était pas fragmenté, il ne se disputait pas le territoire comme la plupart des organisations criminelles le font lorsque le leader disparaît. Il continuait de fonctionner de manière fluide, constante et prévisible. Les bordels liés à son ancienne équipe continuaient de générer des revenus. Les sociétés de sécurité qu'il contrôlait autrefois continuaient de faire tourner le même personnel. L'argent circulait par les mêmes corridors financiers.
Les équipes de surveillance en Allemagne ont documenté les mêmes schémas de recrutement, de transport et de maintien de l'ordre, même si l'homme qui avait tout construit se trouvait à 3000 km. Cela a soulevé une question qui entrait les enquêteurs pendant les 15 années suivantes. Comment pouvez-vous éliminer la tête d'un empire et voir l'empire continuer comme si rien n'avait changé? Pour comprendre ce qu'ils observaient, des analystes de 3 pays ont commencé à comparer leurs notes. Les déclarations des victimes de Cologne, les registres financiers saisis à Augsbourg, les renseignements douaniers d'Espagne et les transcriptions d'écoutes téléphoniques de Turquie ont tous commencé à pointer vers la même conclusion. Arabake n'avait pas construit un gang traditionnel reposant sur la proximité et la surveillance constante. Il avait construit quelque chose de bien plus durable. Un réseau fantôme conçu pour être sans leader sur le papier, compartimenté dans la pratique et capable de fonctionner indépendamment même si toutes les figures de haut rang disparaissaient. Les enquêteurs ont remarqué les mêmes noms réapparaissant dans différentes villes, les mêmes entreprises dissoutes et réenregistrées sous des titres légèrement modifiés, les mêmes routes logistiques légèrement décalées pour éviter la détection. Chaque fois que la police fermait un élément, un remplacement identique apparaissait dans une autre juridiction. C'était une structure conçue pour survivre aux raids, arrestations, expulsions et même à la perte de son fondateur. Et cela fonctionnait grâce à 3 facteurs. Fugitif international. En 2015, les autorités espagnoles avaient conclu une enquête de plusieurs années sur l'activité criminelle organisée impliquant des bordels à Barcelone, Madrid et dans plusieurs régions côtières. L'enquête a également identifié des routes de distribution de stupéfiants et des systèmes d'extorsion liés à un réseau plus large associé aux Hells Angels. Dans les résumés de surveillance et les entretiens avec les témoins, un nom apparaissait de manière récurrente: Nekati Arabassi. En conséquence, l'Espagne a d'abord émis un mandat d'arrêt national, puis un mandat d'arrêt européen, MAE, applicable dans tous les États membres de l'UE. Les accusations énoncées dans le mandat étaient étendues. Les procureurs espagnols ont accusé Arabassi de participer à une organisation criminelle, de diriger et de tirer profit d'opérations de trafic d'êtres humains et de prostitution, de s'engager dans le trafic de stupéfiants et de superviser des activités d'extorsion liées à des entreprises dans plusieurs villes. Cependant, le mandat présentait une limitation critique. Arabassi vivait en Turquie et, une fois encore, la règle de non-extradition bénéficiait à Arabassi. Mais le mandat d'arrêt européen permettait une détention immédiate n'importe où dans l'UE. Il n'avait aucun effet sur le territoire turc. Les avis d'Interpol et les dossiers d'enquête allemands ont ajouté une pression internationale, mais n'ont pas pu outrepasser la position juridique de la Turquie. Les enquêteurs espagnols ont également relié des opérations à Malaga, Valence, Murcie et dans diverses zones côtières touristiques à un seul schéma financier, une structure de société écran presque identique à celle découverte par les autorités allemandes au début des années 2000. La surveillance transfrontalière reliait véhicules, personnel et coursiers financiers à la Turquie, suggérant que l'influence d'Arabassi s'étendait en Espagne, même après son expulsion d'Allemagne. Malgré cela, les autorités turques ont continué à surveiller les activités d'Arabassi. En juin 2018, lors d'une répression plus large du crime organisé, la police l'a détenu. Il est resté en garde à vue pendant environ 3 mois avant d'être libéré faute de preuves suffisantes. Les médias allemands ont noté cette libération comme un autre exemple dans un schéma de longues arrestations ne conduisant pas à des condamnations. Le schéma est réapparu dans une affaire plus grave en 2019. Le 14 août, Ahmet Atik, un homme ordinaire, a été abattu et tué à Bodrum lors d'une attaque ciblée. Après près d'1 an d'enquête, la police turque a arrêté Arabassi et 2 associés en juillet 2020, l'accusant d'avoir ordonné le meurtre. L'affaire était considérée comme très significative, car un lien confirmé aurait entraîné des accusations sévères. Arabassi a été détenu pendant 10 jours au cours de la phase judiciaire initiale, mais les procureurs n'ont pas pu produire de preuves le reliant directement à la planification ou à l'autorisation de l'attaque. Il a été libéré puis complètement acquitté.
Les médias turcs, dont Daily Sabah, ont décrit Arabassi comme un chef de faction au sein des Hells Angels et ont noté les efforts continus de plusieurs pays pour le détenir. Cependant, en l'absence de preuves recevables et compte tenu de la position juridictionnelle de la Turquie, aucun des mandats internationaux n'a pu être appliqué tant qu'il restait sur le territoire turc. Entre 2015 et 2020, le même schéma s'est répété. Les autorités le détenaient ou l'enquêtaient, recueillaient des preuves préliminaires, ne parvenaient pas à établir une implication directe et finissaient par le libérer ou l'acquitter. Ce cycle soulignait comment les limitations procédurales et les barrières juridictionnelles empêchaient systématiquement toute action judiciaire à long terme. Le principal défi pour les enquêteurs dans plusieurs juridictions était la distance structurelle entre Arabassi et les individus exécutant les opérations criminelles. Les témoins refusaient de coopérer, les canaux de communication étaient indirects et la hiérarchie de son réseau isolait les figures de haut rang de toute implication directe. En conséquence, les affaires échouaient à plusieurs reprises à répondre aux normes de preuve nécessaires à des poursuites. Entre 2020 et 2024, Arabassi a réduit son profil public, mais il a continué à coordonner avec des réseaux criminels à travers l'Europe. Sa principale vulnérabilité juridique n'existait que lorsqu'il voyageait dans des pays où le mandat d'arrêt européen restait applicable. Malgré ces risques, des signalements en 2024 ont confirmé sa présence à Monaco, une juridiction en dehors du mécanisme d'arrestation de l'UE. Il semblait y vivre ouvertement et voyager fréquemment entre Monaco, la Turquie, la Serbie et la Slovaquie, sans subir d'interférence de la part des forces de l'ordre. Sa visibilité à Monaco a attiré la couverture médiatique et l'attention du public, amplifiant plutôt que diminuant son profil. Cela a conduit les enquêteurs à une question centrale. Comment un individu recherché en vertu d'un mandat européen et mentionné dans plusieurs enquêtes sur le crime organisé peut-il se déplacer si librement à travers le territoire européen? L'explication ne résidait pas dans la dissimulation, mais dans la fragmentation juridictionnelle. Chaque pays surveillait différentes allégations selon ses propres normes légales, et aucun ne possédait de preuves suffisamment solides ou compatibles pour soutenir une réponse internationale coordonnée. En conséquence, aucune juridiction unique ne pouvait exercer une emprise durable sur lui. Malgré près de 2 décennies de pression de la part de multiples agences de maintien de l'ordre, il a continué à maintenir son influence opérationnelle et sa présence publique dans plusieurs pays. Connexion de haut niveau. Août 2023. Ankara. Une grande cérémonie de circoncision a été organisée pour le fils de l'homme d'affaires Ayhan Bora Kaplan, attirant une attention considérable en raison de son ampleur, de la présence de personnalités de haut rang et de la visibilité policière. Parmi ceux enregistrés entrant dans le lieu se trouvait Nekati Arabati, malgré le fait qu'il fasse l'objet d'un mandat d'arrêt européen actif et de détentions antérieures en Turquie. Sa présence était publique, sans restriction et largement documentée. L'événement comprenait des artistes de renom tels que Sibel Khan et Serkan Kaya, ainsi que des présentations de véhicules de luxe et une mise en scène élaborée. La police turque surveillait l'entrée, non pas pour intervenir, mais pour documenter les participants. En Turquie, la présence à de grandes cérémonies familiales est souvent utilisée pour cartographier les réseaux sociaux et criminels, car ces événements révèlent fréquemment des affiliations et des hiérarchies internes. Plusieurs individus connus des forces de l'ordre étaient présents, dont Selahattin Yılmaz, Menderes Kutlu et Barış Çakıcı, neveu du chef de la mafia condamné, Alaaddin Çakıcı. Le rôle d'Arabati était clairement établi. Il servait de kirve, un sponsor cérémoniel, une position qui signifie une association proche et un statut élevé. Des photographies et des vidéos le montraient remettant une chaîne en or aux fils de Kaplan et participant aux festivités traditionnelles. Une semaine plus tard, le contexte a changé radicalement. Le 8 septembre 2023, à l'aéroport Esenboğa d'Ankara, la police a arrêté Kaplan, son avocat, un militaire à la retraite et plusieurs associés alors qu'ils tentèrent de quitter le pays.
Les enquêteurs ont allégué que Kaplan dirigeait une organisation criminelle armée avec des liens dans les forces de l'ordre, le système judiciaire et les réseaux politiques. Il a ensuite été reconnu coupable de multiples chefs, dont la torture et l'extorsion, et condamné à 68 ans de prison. Après l'arrestation, les autorités ont analysé les enregistrements et photographies de la cérémonie. Parmi ceux signalés pour un interrogatoire plus approfondi, figurait Nekati Arabachi. Lors de l'interrogatoire, Arabachi a soumis une déclaration écrite reconnaissant sa présence mais minimisant sa relation avec Kaplan. Il a décrit l'invitation comme étant de nature sociale et a nié avoir des liens étroits ou une connaissance des activités criminelles présumées de Kaplan. Dans sa déclaration écrite, Arabasse a indiqué que Kaplan l'avait invité à la cérémonie et a affirmé qu'il n'était pas étroitement associé. Il a expliqué qu'ils s'étaient rencontrés par l'intermédiaire d'avocats communs, avaient partagé quelques repas occasionnels à Çeşme et à Izmir, et qu'il ne considérait pas Kaplan comme une figure criminelle. Ce récit contrastait fortement avec la documentation de l'événement, qui montrait Arabasse servant de kirve, offrant des cadeaux cérémoniels et participant de manière visible à la célébration. Des rôles qui indiquent généralement une relation étroite. Les enquêteurs ont également noté son revenu mensuel déclaré de 90 000 €, supposément tiré d'entreprises de divertissement dans les zones touristiques. Ce chiffre a soulevé des questions, car aucune entreprise vérifiable publiquement ne correspondait à un tel niveau de revenus. Des reportages indépendants du journaliste d'investigation Severi Guven ont mis en lumière des liens plus larges entre Kaplan, des personnalités politiques et divers acteurs du milieu criminel. Dans ces analyses, Arabasse apparaissait comme faisant partie du réseau plus large des individus présents lors de la cérémonie de 2023. Malgré la visibilité générée par l'enquête, Arabasse n'a pas réduit son profil public. En 2024, il a été photographié et enregistré ouvertement à Monaco, documentant ses déplacements et son style de vie sur les plateformes de médias sociaux. Ce changement, passant d'une présence discrète à une exposition publique de ses mouvements, a marqué une évolution notable dans son comportement et a intensifié les questions sur l'étendue de son influence, les protections dont il semblait bénéficier et le degré de liberté qu'il exerçait malgré les mandats internationaux de longue date. Le phénomène des réseaux sociaux. En 2024, Nekati Arabasse restait l'objet d'un mandat d'arrêt européen actif, suscitant un intérêt continu de la part des autorités espagnoles, allemandes et d'Interpol. Malgré ce statut, il apparaissait publiquement à Monaco, l'une des juridictions les plus étroitement surveillées d'Europe. Peu de temps après, des vidéos d'Arabasse ont commencé à circuler sur TikTok. Elles le montraient sortant de véhicules de luxe, dînant dans des restaurants haut de gamme et se promenant ouvertement dans Monte-Carlo. Ces enregistrements n'étaient pas clandestins. Des individus l'approchèrent volontairement, le filmaient et demandèrent des photos. Une vidéo a dépassé 15 millions de vues, accompagnée de commentaires le présentant comme une personnalité publique plutôt que comme un fugitif. Parallèlement, son compte Instagram, @nekati.arabassi81, montrait des déplacements réguliers entre Monaco, la Turquie, la Suisse, Dubaï et d'autres lieux. Tous les posts étaient publics, malgré les mandats en cours. Les analystes des réseaux sociaux ont noté que ces plateformes valorisent l'affichage de richesses et de statut, et que certaines sous-cultures en ligne considèrent le esthétique mafieuse comme aspiratoire. En conséquence, la visibilité numérique d'Arabaki s'est rapidement étendue, éclipsant souvent les accusations criminelles associées à son nom. Cette dynamique a mis en évidence un changement structurel. Les attentes traditionnelles en matière de comportement de fugitif, se cacher, limiter sa présence publique, éviter la documentation, ne sont pas compatibles avec les écosystèmes modernes des réseaux sociaux. Le cas d'Arabaki a démontré comment un individu recherché pouvait construire un profil en ligne très visible tout en restant inaccessible aux juridictions qui le recherchaient. Pourtant, cette visibilité n'éliminait pas l'exposition juridique. En septembre 2025, un développement inattendu en Slovaquie a montré que même les individus de haut profil opérant ouvertement peuvent ne toujours être interceptés, simplement pas toujours là où ils s'y attendent.
Arrestations récentes et situation actuelle. 9 septembre 2025. Nitra, Slovaquie. La police slovaque a détenu Nekati Arabash dans un restaurant où il dînait avec sa famille, agissant sur une alerte déclenchée par les autorités allemandes. Des officiers armés ont mené l'opération sans résistance. Cependant, en l'espace de 6 heures, les autorités l'ont libéré. Selon la loi slovaque, Arabash ne pouvait pas être détenu en vue d'extradition, car son conjoint possède la citoyenneté de l'UE, limitant les fondements légaux pour le renvoi. Les responsables ont émis un ordre formel l'enjoignant de quitter le pays dans les 30 jours. Il est parti peu après, se rendant d'abord à Belgrade, en Serbie, avant de poursuivre son voyage. 5 octobre 2025, aéroport d'Izmir, Turquie. À son retour en Turquie, Arabash a été arrêté par l'unité de la criminalité organisée pour des accusations de direction d'une organisation criminelle et d'extorsion aggravée. Sa 3e arrestation en Turquie depuis 2018. Lors de l'examen judiciaire initial, un tribunal inférieur a approuvé sa libération sous assignation à résidence avec surveillance électronique, concluant que la détention complète n'était pas nécessaire. Les procureurs ont immédiatement fait objection, citant les mandats internationaux actifs, son récent schéma de déplacement et le risque évident de fuite. L'objection a été traitée rapidement. Un tribunal supérieur a examiné le dossier et annulé l'ordre de libération. Au moment où la décision a été prise, Arabash se trouvait déjà dans la zone administrative pour préparer sa sortie. Pendant que les officiers traitaient ses documents de libération, la directive mise à jour est arrivée. La procédure a été interrompue et il a été repris en détention sans jamais quitter l'établissement. En novembre 2025, Arabash reste détenu en Turquie, en attente de son procès pour des accusations de criminalité organisée. Étant citoyen turc, les gouvernements étrangers ne peuvent pas le contraindre à l'extradition, ni exercer de juridiction sur lui. Les événements récents reflètent un schéma de longue date observé depuis le début des années 2000. Arrestation, détention limitée, contestation judiciaire et libération. On ignore encore si la procédure actuelle brisera ce schéma. Les autorités turques ont adopté une approche plus assertive dans cette affaire, mais aucun résultat n'a encore été atteint. Nekati Arabash n'est pas simplement une figure criminelle, il est la preuve que les systèmes peuvent échouer pendant des décennies. Alors qu'il est assis dans une prison turque en attendant son procès, la vraie question n'est pas de savoir s'il sera libéré. Si vous voulez savoir ce qui se passe à l'intérieur des clubs hors la loi qui ont façonné des hommes comme lui, cliquez sur la prochaine vidéo pour découvrir comment ce monde fonctionne réellement.